Voilà. Bonjour Hélène. Salut Pascal. Alors, nous avions en fait déjà eu l'occasion d'échanger une première fois, Mhm. il y a quelques semaines, et voilà, je pense que nous étions bien entendu, je dirais, sur l'essentiel, à savoir partager l'un et l'autre ce qui nous avait profondément touchés. Ouais, Et entre la première vidéo et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons gardé le contact et que nous avions envie du coup d'échanger une seconde fois. ouais, Et la thématique, en fait, que je trouve intéressante, puisque entre-temps, tu m'as gentiment communiqué en fait ton journal qui débute en juillet 2018. Ce sont tes mots qui font effectivement écho à ma propre écriture. Et donc là, c'était un point commun extrêmement intéressant et important qui nous reliait aussi. Et donc, je trouvais cette fois-ci intéressant que nous ayons l'occasion d'échanger autour de nos mots, mais aussi autour des mots d'écrivains qui précisément nous ont rejoints parfois à des moments extrêmement durs, éprouvants dans notre vie. Et en lisant ton journal, il y avait en fait une phrase qui est revenue tel un leitmotiv. C'était en fait: m'accorderez-vous le droit d'exister? ouais. Et ça, je pense que ce sont des mots effectivement assez récurrents pour les personnes qui finalement ont été lourdement éprouvées, qui ont subi le cas échéant des traumas dans l'enfance. Et donc, je trouvais intéressant que nous ayons l'occasion d'échanger à partir de ces quelques mots, justement, au travers de ton propre journal et aussi au travers des écrivains qui nous ont aidés à cheminer. Je trouvais l'idée intéressante, tu l'as trouvée aussi intéressante, et donc on se retrouve pour la seconde fois en vidéo. Oui, voilà. Alors j'avais envie, moi, de commencer par une tout petit passage du livre de Louise Erdrich, Ce qui a dévoré nos cœurs, parce qu'elle rejoint, je crois, notre démarche. Louise Erdrich écrit: de toute façon, ce que je dis, c'est que ces chagrins-là, on les épuise avec les moyens du bord, ce qu'on a sous la main. On s'en débarrasse à force d'en parler, de vivre avec. On les laisse s'incruster au fond de soi. Si vous voyez, c'était à ça que le tambour était bon, à faire sortir ses chagrins au grand jour, où les chants pourraient les emporter. J'ai l'impression que là, on est en train de jouer de ce tambour Oui, et on épuise avec nos moyens nos chagrins en en parlant. Je oui, c'est trouvais que ça. c'était une jolie phrase. Oui, Et un de ces chagrins peut être de ne pas, c'est ta problématique à toi aussi en partie, euh, de ne pas se sentir autorisé à exister. mm, Et ça, c'est un chagrin de fond qui te fausse et qui fausse ta vie. Quand je dis ta vie, c'est une façon de parler. Et, euh, et toi, tu écris dans ton livre: ma reconstruction passe par la parole. Je oui, trouvais que ça me joignait. oui, effectivement. On est effectivement au cœur de ce qui est essentiel, de ce qui est vital. Et c'est vrai que quand tu parles de chagrin, j'avais envie de commencer aussi avec tes propres mots. C'est ton journal qui débute, en tout cas celui que tu m'as communiqué le 12 juillet 2018. Et je pense avoir compris que c'est véritablement un moment charnière, j'allais dire un moment fracture, mais c'est un moment charnière que tu es en train de vivre. Et donc, tu as le besoin, en fait, d'exprimer ce que tu es en train de traverser pour justement essayer d'en sortir. Et ça commence, je dirais forcément, puisque c'est une traversée, mais ça commence de manière assez douloureuse, puisque tu dis: je vais mal, psychiquement et physiquement. Ce matin, je tremble. Mon corps tremble, fébrile et fragile. La matière cérébrale se fluidifie et se fragmente. Le cerveau flotte et se désintègre. Je n'habite plus mon corps. Je peux à peine me tenir assise. J'ai du mal à fixer mon regard. Comment écrire, taper sur le clavier les lettres qui composent les mots, qui composent les phrases. Écrire est mon identité. Écrire pour moi, c'est être. C'est moi, mais mon corps me refuse d'être. Et ça faisait écho aussi au mot de Jacques Derrida que j'ai découvert en fait grâce à une amie récemment, Mhm. et qui dit ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire, mais l'écrire.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la parole effectivement n'est plus possible par rapport à autrui, il reste peut-être l'écriture. Et là, on est évidemment avec nos propres mots euh, qui font écho dans nos profondeurs et on est évidemment aussi constitué de tous les mots qu'on a pu entendre ou lire chez d'autres. Et c'est évidemment cette rencontre de nos mots avec ceux des autres qui, à un moment donné, fait émerger quelque chose de, j'ai envie de dire, de fondamental pour, quelque part, essayer de nous faire bouger et essayer de sortir de ce gouffre ou de cette fracture qui nous constitue. Toi, en fait, les mots, tu les as découverts, tes mots, en fait, tu les as découverts assez tôt. Depuis toujours. Déjà, on m'a toujours lu plein d'histoires. Quant à ma grand-mère, elle l'inventait des tas d'histoires. Et petite, je ne me rendais pas compte, mais quand mes parents en avaient marre, ils pouvaient sauter une phrase ou deux. J'ai appris à lire comme ça. Mais je les grondais. Mais oh, t'as sauté une phrase. Voilà. Donc, j'ai su lire entre 4 et 5 ans. Et ma mère m'achetait des livres à profusion. Et, et puis, j'ai appris à écrire comme tout le monde en cours préparatoire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire pour moi. Donc, je n'ai pas de souvenir de ma vie sans les mots. Et forcément, les mots des autres. En plus, ma mère était une grande parleuse. Elle parlait très bien et elle parlait beaucoup. Donc oui, et j'écoutais les histoires des grands. J'adorais écouter les histoires des grands. Je préférais ça que quand on m'envoyait jouer avec les autres gamins. Non, moi, je voulais rester. Ah ouais. Ouais. Et comment tu expliques en fait ce besoin d'écriture qui ne t'a pas, qui ne t'a plus en fait, enfin qui t'a poursuivi, qui ne t'a plus, qui ne t'a plus quitté? Euh, alors, il y a un truc qui reste inexplicable. Je l'expliquerai jamais. Mais je crois que c'est un manque d'être, une insuffisance, une lacune quelque part, en tout cas qu'on ressent comme tel. Euh, un manque de vie, un manque de soi, une part manquante. Et, et donc on en revient au trou. Ça comble les trous. Et on en revient aussi à la forme, les mots des autres ou les siens donnent une forme à ce qui peut être un chaos. En donnant une forme, on donne un sens. Je crois que la forme et le sens ne sont pas plus dissociables que le corps et l'intériorité. Le fait car d'ailleurs, quand tu vas très mal moralement, ton corps réagit Hmm. et réciproquement. On ne peut pas se couper de ça. Pour moi, le texte est un corps. L'écriture, donc, c'est aussi se faire un corps, se former et donner forme et sens à un chaos intérieur ou à un chaos familial, voilà, toute forme de chaos. D'ailleurs, le chaos qu'on vit actuellement avec la Covid, etc., j'ai écrit un roman, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il faut donner forme. Non, pas un roman là-dessus, hein. Non, non, parce que je m'en allais aussi. Je crois que c'est aussi une façon à la fois de se retrouver et de s'absenter. D'accord. Et cette béance, en fait, Hélène, à force de mettre des mots dessus et éventuellement de lire les histoires d'autres écrivains et écrivaines, tu as réussi à, à t'en approcher, c'est-à-dire à comprendre un petit peu quelle était justement cette origine de la béance. Je pense qu'on écrit évidemment parfois pour des raisons extrêmement vitales et on ne passerait pas son temps à écrire évidemment si quelque part on pouvait s'en passer, c'est-à-dire vivre entre Le guillemets livre comme tout un chacun. Donc il y a vraiment une véritable nécessité qui remonte a toujours. à Mhm. toujours. Ouais. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment l'expliquer parce que ça remonte à avant mes souvenirs, en fait. Et alors, avant l'écriture, je dessinais énormément. Je crois que la démarche était un peu la même, en fait. Mm. Euh,
n'est pas qu'à l'école, je faisais des trucs assez élaborés déjà. Et toujours, je pense, avec cette quête d'un sens et d'une forme. Maintenant, dans l'écriture ou dans le dessin, je ne réfléchis pas, je n'intellectualise pas, je n'explique pas. Je laisse presque mon cerveau de côté, fou à côté. Voilà. Mais je crois aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Elles sont là, on les sait, mais on ne sait pas qu'on les sait. Et à ce propos, j'ai un extrait de Laurette Nobécourt. Laurence Nobécourt, ça s'appelle Laurette. Il y a une quête de survie et puis une quête de vie qui passe par une renaissance. Et cette renaissance passe par la réappropriation de son nom. Mais Laurence Nobécourt n'aurait pas pu se réapproprier Laurence sans l'écriture. L'écriture lui a permis de renaître et de retrouver une identité qui avait été complètement zappée. Et elle écrit « J'ignorais que je traquais mon nom, mais l'écrivain que je suis, lui, le savait. J'ai été étonnée de constater à quel point la quête du nom a sous-tendu mes romans de façon de plus en plus pressante. Combien grande fut ma surprise a posteriori d'avoir passé tant d'années à écrire des livres dont je ne voyais pas quel appel désespéré il tentait de me lancer. Mon prénom ne me posait alors aucune question. Je pensais mourir vêtue des lettres de Laurette. Et pourtant, mes personnages, eux, ne trouvaient d'apaisement et de libération qu'en dénouant la vérité du leur. C'est ce qui m'émeut tant dans l'écriture, cette façon que nous avons, nous les écrivains, d'avancer aveugles, sachant si peu de ce que nous savons et l'écrivant pourtant. C'est vrai que ce sont des mots tout à fait intéressants à entendre, qui sont en fait assez communs à pas mal d'écrivains. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'écrivains en fait qui ont écrit dans un premier temps sous pseudo. Et écrire sous Oui. pseudo, c'est encore être incapable quelque part de se révéler au grand jour. On a encore besoin de mettre un écran entre son lecteur, les autres et son propre vécu. Un écran dans le cas de Nobécourt, puisqu'elle écrit aussi Laurette s'est laissée détruire pour que Laurence puisse survivre intacte. Laurence est une assemblée de lettres que le mal n'a pas blessée, protégée par Laurette, qui n'a pas craint de s'exposer à tous les coups pour veiller sur le L vert, le A bleu clair, le U rose, le R doré, le E violet, le N rouge, le C vermillon et le E violet. Selon la Kabbale, chaque lettre porte une vibration, une couleur et un son dans l'univers. Elles en sont la structure, l'origine première. À l'heure de voir disparaître Laurette, je suis touchée par ce qu'elle a enduré pour que Laurence puisse advenir. Était-elle vraiment venue pour mourir? Oui. Elle n'a vécu que pour cela, faire que Laurence advienne. Oui. Donc, ce n'était pas qu'un masque, Laurette. D'abord, ce n'était pas qu'un pseudo, parce que c'était le surnom que lui donnait sa famille. On l'avait baptisée Laurence, on l'appelait Laurette. Et c'était, avant que Laurence puisse advenir, celle qui s'exposait et était exposée, et qui protégeait la larve, si j'ose dire, qui était encore Laurence à l'époque. Et Laurette n'était là, effectivement, n'a vécu jusqu'à ce que Laurence naisse. Donc oui, elle était condamnée à mourir. Elle n'était là que pour mourir à la place de Laurence. Mais aussi sur les problèmes d'identité. Qui vient de l'enfance. De toujours. De toujours. Elle parle aussi de ses problèmes de peau. Laurette est une peau. Sa peau, à elle, en plus de son nom, a pris ces mots, ce mal qu'est l'eczéma. Donc Laurette est une sorte d'enveloppe de second corps, je crois, qui protégeait la petite Laurence, comme sa peau
Elle disait à sa place et vivait pour elle ce mal quand elle était nouvelle-née. Elle est née avec l'eczéma. Elle est née avec l'eczéma. Elle a appris très longtemps plus tard que quand sa mère a appris qu'elle était enceinte d'elle, elle a demandé au père de Laurence, de Laurette, de l'emmener en Suisse pour avorter. Ils étaient déjà en voiture, c'est sur le trajet que sa mère a changé d'avis et qu'ils ont fait demi-tour. Mais à l'origine de Laurette, il y avait le désir de la mère de la tuer, de Laurence plutôt. Donc il a fallu que Laurette se substitue. Donc cette impossibilité d'être autorisée à vivre, en fait. Voilà. Elle est, elle est, elle est dans un dilemme terrible où elle vit et où quelque part, elle n'était pas censée être là, quoi. Voilà. Elle n'était pas censée être là. Alors, il y a toujours l'ambiguïté. Sa mère a fait demi-tour au dernier moment. Oui. Donc, parce que rien n'est jamais si simple. Mais au départ, il y a eu ce désir de tuer Laurence. Donc, il y a eu ce substitut et la fois le bouclier et l'émissaire de Laurence, en attendant que Laurence advienne, était Laurette. Et à partir de ce livre, donc Laurette leur montre, parce que c'est bien, il y a une rupture dans l'œuvre. Ce n'est plus du tout la même œuvre. Plus du tout. Après être passé à son nom d'origine, si j'ose dire. Et ça fait écho chez toi. La question du nom, de l'identité, de la mutation, justement, entre la vie ancienne et la vie vers laquelle tu souhaites tendre, c'est-à-dire la réappropriation de toute ta personne. Oui, alors moi, c'est différent. C'est parce que j'ai besoin de me donner mon propre nom, peut-être pour refuser ce dont tu parles beaucoup, toi aussi, on va y venir, ma part d'héritage, pour avoir un nom qu'on n'a pas choisi pour moi, un nom dont je n'ai pas hérité, un nom que je me donne à moi, qui m'appartient, et en fait que je me sens être. Depuis que je suis petite, je me sens être une Sarah. Je n'ai rien contre le prénom Hélène, hein, mais je me sens être une Sarah et je crois que intérieurement c'est mon vrai prénom. Alors, contrairement à Nobécourt, je ne connais rien à la Kabbale, je ne saurais pas te dire à quoi ça correspond, mais c'est là depuis l'enfance aussi, parce qu'en fait, là aussi tu le dis très souvent, tout est dans l'enfance, Oui. Peut-être même avant. Oui. En fait, tes mots en fait font écho à une réflexion que je me suis faite également en lisant ton journal, parce qu'en fait, j'ai repris à l'entame de notre conversation la première phrase qui est: m'accorderiez-vous le droit d'exister? Et tu dis en fait ailleurs dans ton journal que cela revient peut-être à demander: m'accorderez-vous le droit de transmettre? Et la transmission, justement, on est en plein dedans, c'est effectivement la question de l'héritage. Et ça m'a très fort frappé parce que dans mon journal que je t'ai communiqué, La folie du père, le silence de la mère, voilà, je parle de l'héritage. Beaucoup. Beaucoup. Avec plusieurs sens, évidemment, mais qui se rejoignent tous, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce que j'ai hérité comme parent pour comprendre finalement ma difficulté d'être. Et puis la question de l'héritage au moment où mon père décède, comment je vais me comporter par rapport à cette situation? Est-ce que je vais renoncer à l'héritage comme ça m'a été demandé, ou bien est-ce que je vais enfin prendre la parole et faire part de mon propre désir, c'est-à-dire me situer par rapport à mon père qui est décédé et me situer par rapport à ma mère qui est vivante et qui souhaiterait encore quelque part que son propre désir passe avant le mien. Et ce qui m'a interpellé. De silence aussi, que tu te taises, que tu sois un petit enfant sage, un petit garçon modèle. Oui. Mais la prise de parole pour toi doit être très difficile parce que tu écris quelque part: chez moi, la parole ne sort que si l'occasion sismique se présente. Oui, et la mort du père, c'était Pas, l'occasion voilà. sismique. Oui. Là, tu parles, donc là, tu n'as plus besoin, nous ne sommes pas dans une occasion sismique. Là. Nous sommes dans une occasion
J'espère. plein de bienveillance. C'est pas, c'est pas Mais du tout la même réalité. tu Mais dis, c'est vrai que, avant la mort de ton père, tu pars le voir. Et oui, tu dis, pars à la rencontre du passé, je vais nous mettre debout, délier mon père, et on parle de délier la parole, hein, pour qu'il ne reste plus en enfer. Tu dis aussi, descendre dans la fosse de son être, là où tout encore peut surgir, dans la fosse au fou, là où gît mon père. mm, Ça, c'était juste avant sa mort. Et ouais. ensuite, avec cette question d'héritage qui est très lourd, je peux lire un passage de ton livre Oui, je t'en prie. parce que c'est ton héritage aussi. Après donc cette mort, il y a l'héritage, on va dire, matériel qui appelle ta parole à venir pour imposer ton désir et ta position. Et en 2009, en novembre 2009, tu écris 2 mots sur le mal. Aujourd'hui, enfin, je peux voir en face ce qui meurtrit ma chair. Et je fracasse le silence de mort. Schizophrénie paranoïde. Oui, quel nom pour cette chose sans nom, tellement hideuse, si honteuse, qu'il faille l'entourer de toutes les précautions, d'un silence plombé par des murs infranchissables. Schizophrénie paranoïde. Quel nom donner à cette chose qui vous entraîne dans un seul et même voyage pour tous, une même galère? Schizophrénie paranoïde. Quel nom monstrueux a cette fissure abyssale, cette faille intime, cette défaillance ultime qui est sans retour ni rémission. Schizophrénie paranoïde. Je sais désormais qu'il me faut partir de là, de cette fissure originelle, de ce silence autour, de tous ces non-dits, de ces miettes, de ce cœur ébréché, de ces petits bouts éparpillés en moi. Le silence, c'est aussi le silence de ta mère, la schizophrénie paranoïde, la pathologie de ton père. C'est de là que tu viens. C'est l'héritage qui t'a brimé, tenu presque, je dirais, sous contention, enfin, opprimé. Oui, oui, je me souviens très bien de ces mots et de la difficulté de les exprimer. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand les choses ne peuvent se dire, ici en l'occurrence à ma mère, elles doivent à un moment donné sortir d'une façon ou d'une autre. Et donc l'écriture pour moi effectivement était extrêmement importante. C'est un journal qui est donc le premier que j'ai voulu le plus juste, le plus honnête possible, le plus lucide possible aussi, et qui du coup m'a coûté énormément parce que j'écrivais quand même en étant complètement encore enfermé sur moi, comme emprisonné par de hauts murs, sans comprendre la raison profonde pour laquelle j'étais à ce point, j'ai envie de dire, déficient par rapport à la vie, par rapport à la possibilité de parler aux autres, de me mouvoir, etc. Et donc, ces mots ont été extrêmement, oui, extrêmement capital. Après, évidemment, je me dis, c'est incroyable de se poser la question aussi longtemps, de savoir pourquoi l'enfance était si compliquée, alors que finalement, j'ai envie de dire, la maladie euh, de type schizophrène, effectivement, bah, je veux dire, elle saute aux yeux, quoi. Je veux dire, moi, j'allais voir à l'époque avec ma mère et ma sœur, mon père en institut psychiatrique une fois par an. Et voilà, il était bourré de Tu as médicaments. voulu y aller seul. Et j'ai fini par y aller seul, là aussi justement pour être en rupture Tu as avec ce rendu qui m'était l'initiative. imposé. C'est-à-dire à un moment donné me dire que c'était ma propre histoire et que je ne devais plus simplement la subir en faisant simplement acte de soumission, c'est-à-dire en allant voir une fois par an mon père et ma sœur quand ma mère le décidait. Donc à un moment donné, je me suis dit effectivement, voilà, il était, il y avait enfin, il était à ce moment-là hospitalisé. Donc voilà, il avait quitté l'institut, il était hospitalisé parce qu'il il était extrêmement mal. Et c'est vrai que je l'ai vu à un moment, et quelque part, ça a été extrêmement dur, mais ça a été un moment charnière dans ma vie. C'est-à-dire que je l'ai vu à un moment où il était complètement délirant, tu vois.
Donc, la première fois que j'allais voir mon père, en Tu avais fait, il dit était... que tu es déjà mort. S'il te plaît? Tu racontes dans ton livre qu'il t'avait dit je Ah suis oui, déjà mort. oui, oui. Oui, 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 oui. Non, c'était un moment extrêmement, extrêmement douloureux, extrêmement important aussi. C'était un coup en fait, j'ai envie de dire, c'était un coup de poing dans ma figure, quoi. Quand j'en suis sorti, je me suis dit, ah oui, il est vraiment malade. Il est vraiment en plein délire. Et du coup, ça m'a aidé aussi à comprendre que sa maladie m'avait fortement impacté On est de là, comme tu depuis l'écris. tout petit, parce qu'en fait, il était déjà suicidaire, j'ai envie de dire, avant même notre naissance à ma sœur et à moi-même, quoi. Mais alors, c'est vrai que, du coup, évidemment, quand la question de l'héritage s'est posée, là, je me suis dit, je dois absolument faire entendre ma voix, quoi. C'est pas possible de me demander encore de me taire, finalement. Et donc, ça, c'était l'enjeu. Mais du coup, en fait, ça me, ça me parlait très fortement, cette question d'héritage, parce qu'en fait, toi, j'ai repris, on ne s'est pas vraiment concerté avant, mais voilà, ça fait écho, et j'avais repris de mon côté également ces mots qui me semblaient si importants, parce que toi, en fait, la question de l'héritage, même si elle est importante, tu l'as Moi, vécu j'ai refusé. finalement, tu l'as vécu différemment, parce que tu dis effectivement en page 92, j'ai refusé tout héritage et toute réunion ayant trait aux successions et toute rencontre pour partager les petites cuillères. J'ai refusé les petites cuillères. Oui. Et Ouais, le bâton qui allait avec les petites cuillères. oui. J'ai refusé et j'ai refusé aussi. C'était mon lieu de bonheur quand j'étais petite. C'était la maison familiale dans le Quercy, dans le Lot. C'était mon royaume. Si j'en avais un, c'était là. Et c'est la maison où étaient née ma grand-mère, ma grand-tante, ma mère, mes oncles. À l'époque, on naissait dans les campagnes à la maison. Mm. Et il y a eu une succession de gens qui n'avaient pas les moyens ou de l'entretenir. Ça m'est retombé dessus. Et j'étais guettée au tournant parce que personne ne voulait perdre cette maison. Mais quelque part, je me suis dit, c'était le paradis de mon enfance, mais depuis mes 12 ans, c'est devenu un lieu d'enfer, un lieu de guerre, un lieu de pleurs. Qu'on garde ou non cette maison, le paradis est perdu. Et j'étais la dernière à qui ça tombait, et j'ai refusé. J'ai refusé. Ça aurait été vouloir demander à cette maison de nous ramener dans le passé. Un passé qui d'ailleurs pour moi était heureuse parce que petite je ne voyais pas tout, mais qui n'était pas heureux en réalité. Donc ce n'était pas un bonheur tout à fait authentique, sauf en termes de mon bonheur à moi de petite fille. Hein. Et, euh, et ça n'a pas été pour moi un arrachement, mais pour ma mère, oui. Parce que moi, à 16 ans, j'avais dit que je ne retournerais pas dans cette maison. Donc c'est là que pour moi, je l'ai perdue. Après, les enjeux familiaux, justement, je refusais aussi cet héritage-là, de me battre pour tout et rien. Les petites cuillères, les cuivres, le beau meuble, le machin, le truc. Euh, ce que je me suis offert, c'est de ne pas en être. Je me suis accordé de ne pas en être. C'était une obligation. Là où toi, tu t'es accordé de dire que tu voulais, moi, je me suis accordé de dire je n'en serai pas, de Oui, refuser. oui. Oui, c'est intéressant de voir Dans que les deux cas, finalement, c'est une autorisation qu'on se donne. la façon de s'autoriser à être, finalement, peut effectivement être abordée différemment en fonction du parcours de chacun. Donc, je m'attendais à ce que toi, tu te battes aussi pour ton héritage et en fait, Non, moi, je j'étais l'avais surpris. perdu bien avant et je savais que c'est pas en gardant le lieu que je retrouverais mon sentiment d'enfance. Et je savais aussi que pour les autres personnes de ma famille, peut-être à l'exception, non, même pas parce qu'il était mort, à l'exception d'une personne, en fait, il était mort à ce moment-là, ça avait été un lieu de putain de souffrance, quoi, Hmm. pluriel, et de maladie aussi. Il y avait deux pathologies assez lourdes dans ma famille. Et donc, non, non. Autant que cette maison, d'autres gens y vivent et peut-être y retrouvent, avec des douleurs sûrement aussi, mais quelque chose du bonheur. Hmm.
Euh, et voilà. Et il n'y a pas longtemps, ma mère m'a dit, je te signale ton héritage. Alors là, ce qui vient d'eux, hein, indirectement, est épuisé. Je l'ai regardé, je lui ai dit, j'attendais rien. Voilà. Ouais. Épuisé, épuisé, je te dis. Donc, mais je voudrais retourner à ce chemin que tu as fait, que tu racontes dans ton livre. Il me semble qu'à cette époque où tu l'écrivais, tu avais trois formes de parole. Il y avait non seulement l'écriture, je ne parle pas de ta parole face à ta mère, hein. Il y avait la psychanalyse Mm. et il y avait la prière. Ah Non, mais la oui. façon de s'adresser à, après, il y en a que tu peux récuser. Elles sont de toute façon très différentes, toutes les trois, mais c'est une adresse et un appel et une façon d'essayer de trouver son chemin, si j'ose dire. Oui, d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'en être soulagé. Et la prière, effectivement, était aussi une façon d'essayer de trouver un soulagement dans l'épreuve que je traversais, puisque retrouver mon père, c'était effectivement un moment extrêmement intense, je l'ai dit, mais c'est que ça Quand aussi, je te coupe, que tu dis suis-je normal, suis-je fou, ma part d'héritage. ouais. Mais alors, aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'était plus ou moins au même moment aussi que je suis tombé malade, tu vois, que j'ai eu le cancer. Donc là, j'ai été en arrêt de travail et ça m'a aussi obligé justement à prendre enfin le temps de me retourner sur mon passé et cette fois-ci ne plus le fuir, ne plus être dans le déni, mais mettre des mots. Et la, la, l'aspect thérapeutique a été évidemment extrêmement important aussi. C'était pouvoir exprimer pour la première fois ce que je ressentais. Je me souviendrai toujours des paroles de la psy qui la première fois en fait, je suis allé en couple hein, avec mon épouse. Et la première fois, c'était d'ailleurs, soi-disant plutôt, parce qu'on avait des problèmes avec ma belle-mère, enfin, avec ma mère, qui est donc la belle-mère de mon épouse. Et puis petit à petit, en fait, la psy, enfin ils étaient deux, la psy et le psy, ils ont un peu dévié en disant oui, bon, la belle-mère, ok, mais il y a peut-être d'autres problèmes aussi, donc et quelque part, j'ai compris que les taux se resserraient quand on allait finalement parler de moi. Euh, mais alors après coup, le, la psy me dit, écoutez, j'aurais jamais cru que vous étiez à ce point dans un mal-être parce que la première fois que je vous ai vu, vous étiez vraiment tout sourire. Et c'est vrai que de nouveau, moi, pour le coup, je portais véritablement un masque, quoi. J'étais C'est ça, incapable de me dire, c'est d'arracher le masque. il fallait arracher le masque. Qui Et donc, résonne bizarrement aujourd'hui, mais tu parles de ça. Et il y a un truc qui m'a frappée, parce que je ne sais pas si un analyste a vu ça. Tu dis que ton livre a servi d'auto-analyse à ta sœur. hmm, Et tu dis, la folie de mon père a fini par me parler, le silence de ma mère à peine. Et tu parles de ta rencontre avec ta sœur autour de ça. Et tu écris, en parlant de votre mère, tu écris sa mère, la mère de ta sœur. Tu n'écris pas la nôtre, tu écris sa mère. hmm, ouais, J'ai comme si, relevé. J'ai fait, ouais, j'ai fait de l'analyse aussi. oui, oui, oui. T'as un côté un peu psy. Non, non, c'est vrai. C'est un peu comme si chacun avait une relation différente avec sa propre mère et que je ne voulais pas que son histoire était son histoire et la mienne était la mienne par rapport Là, tu à as un par, rap- héritage. ouais, oui, oui. Mais après coup, elle m'a remercié de m'être entre guillemets battu pour cette part d'héritage parce qu'elle-même justement n'avait pas la force de le faire et en même temps c'était aussi pour elle une façon de sortir de ce même silence mortifère, de ce même déni et quelque part ce besoin aussi de s'approprier sa propre vie et d'oser être en confrontation par rapport à sa mère. Hein. Donc, c'est aussi, évidemment, on en revient à cette autorisation à vivre. Mais c'est vrai que ce livre, en fait, en plus d'être thérapeutique pour moi, il a été aussi pour ma sœur, parce qu'en fait, comme on ignorait l'un et l'autre, bien que vivant sous le même toit familial, ce que l'autre vivait, du coup, en fait, on était à milieu d'ignorer qu'on était en pleine souffrance. Et donc, ce livre, c'était des mots que moi j'ai mis
par rapport à mon propre vécu. Et ils ont été reçus par ma sœur avec aussi cette même sensation d'avoir été nié dans son être, de ne pas avoir été reconnue comme fille, etc. Donc Interdit. c'est vraiment ce qui a renoué le lien en fait entre nous. Après, on ne s'est plus jamais quitté, j'ai envie de dire. On a continué à converser dans Et avec- l'infini, quoi. et d'ailleurs, mais tu fais une association. Tu dis que ton père était un enfant perdu. J'ai perçu comme jamais combien il était cet enfant perdu au milieu de nulle part. L'absence d'amour dans son enfance l'aura conduit en enfer. Et à propos de toi, tu dis, j'étais tel Peter Pan, l'enfant perdu. Ouais, j'ai j'ai- j'ai beaucoup tourné autour de l'enfance. J'ai lu pas mal de bouquins aussi justement sur cette souffrance originelle euh, dont parle notamment Alice Miller, Muriel Salmona, et puis il y en a d'autres. Et donc à un moment donné, j'ai véritablement compris effectivement que le gouffre c'était l'enfance et que à un moment donné, c'est pas simplement nos parents qui sont déficients aussi. Il faut remonter les générations. Et c'est ce qu'on appelle évidemment le traumatisme intergénérationnel. Enfin, je veux dire, il y a Transgénérationnel. voilà, il y a des manquements, il y a des failles qui se perpétuent de génération en génération. Et si personne ne va aller voir ces failles, ben, à un moment donné, effectivement, quand on a des enfants, en tout cas, on continue à les perpétuer sans se rendre compte Oui, parce de ce qui que se ça passe. peut être violent enfin, ça a pu être violent entre tes enfants et toi parfois, dans la filiation. Ah oui, 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 oui. Et ce livre, tu écris un grand moment le plus beau de ma vie, l'instant de ma parole. Cracher mon livre comme l'on vomit un poison pour vivre. C'est fort. Ben, à force en fait de mettre des mots, parce qu'il y a eu d'autres journaux avant, bon, des trucs plus anecdotiques, mais à la fin, on se dit que la seule façon de reprendre sa vie en main, c'est de mettre des mots, pas forts pour le plaisir, mais des mots qui soient les plus ciselés, les plus justes possibles. C'est-à-dire La que, requête du mot juste. ah oui, 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 mais ça, c'est quelque chose en fait qui m'a très fort frappé, évidemment, chez Charles Juliet. C'était aussi ce besoin euh, de revenir sans cesse sur ce qui avait été écrit pour à un moment donné. Être capable de se réapproprier, de se connaître vraiment. D'ailleurs, Par le de réapproprier son corps. Hein. son Euh, être, oui. oui, de récupérer son souffle par l'écriture et de se réapproprier et de reprendre corps. Et la parole comme amorce de la guérison. Et il m'a semblé que c'était à la fois par rapport à ton cancer, parce que tu parles, quand tu sors de l'hôpital, de se réapproprier et de reprendre corps, et par rapport à ton histoire, cette enfance, on peut dire, dans la pathologie. Mhm. Et tu dis, voilà, qu'écrire, c'est chercher le souffle, écrire pour m'élucider, la nuit de mon enfance, et on y revient, l'héritage, la folie du père, le silence de la mère. Et tu dis Mhm. que tu étais acculé. Ouais, à un moment donné, c'est un besoin vital parce qu'en fait, tu te rends compte, l'air de rien, qu'il y a une souffrance, en fait, une lame de fond qui ne te quitte jamais et qui, en fait, petit à petit, finit par t'étouffer complètement, quoi. Donc, à un moment, cet étouffement, soit tu essaies encore de juguler, éventuellement, certains, ça peut être dans la délinquance, ou bien dans la drogue ou la boisson, ou évidemment, Oui, ou alors tu quel retournes le mal contre extra. toi, tu Genre, te fais mal. les moyens du bord, comme dit Louise Erdrich. Oui. Euh, Elle écrit aussi je fonds en larmes avec lui et le rejoins là où il est. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous nous rejoignons là où nous sommes. Ouais. Notre lutte se poursuit sans fin dans le noir. Nous sommes des enfants sauvages sans règles. Les enfants, là, dont tu dis, ils boivent, ils se droguent. La douleur et le sexe atténuent le chagrin et nous avons tous deux du chagrin, dirait-on. Pour moi, c'est de l'histoire en scène. Je sais probablement mieux que lui ce qui se passe pour avoir essayé un nombre incalculable de fois de me briser contre un autre être humain sans jamais y parvenir, car apparemment ma peine est emprisonnée dans mes os
et il me faudrait les rompre jusqu'au dernier pour la laisser s'échapper. Écrire, est-ce que ce n'est pas quelque part aussi se coltiner avec l'autre, comme avec ta sœur, et s'y retrouver? Et sinon, briser les os, au moins, et la carapace. Oui, il faut commencer par quelque chose. Celle que tu t'es construite, peut-être, celle qu'on t'a fichu dessus quand tu étais tout petit. Et c'est plus dur parce qu'en fait, on se construit, j'ai envie de dire, par devers soi, c'est-à-dire sans réalité pouvoir être soi, sans pouvoir faire valoir son propre désir, laisser monter ses émotions, s'opposer, enfin tout ce qui fait finalement grandir un enfant en maturité et à faire en sorte qu'un jour il soit véritablement un adulte et puisse construire, le cas échéant, s'il le souhaite, une famille. Donc il faut briser la carapace et évidemment, en la brisant, il y a tout qui remonte. Et on n'a pas encore forcément les moyens, les aptitudes à essayer de mettre en place autre chose, puisque Des en démunis, faisant des tout, démunis. on part du néant. C'est un peu ce que dit en fait Charles Juliet aussi dans un livre que j'aime beaucoup. Non, Euh, je l'ai acheté. voilà, tu l'as acheté. Donc, c'est Lambeau. J'aime évidemment beaucoup le titre. Je pense qu'il est déjà évocateur. C'est un peu ce qu'on parlait, les mots que tu citais tout à l'heure en parlant de fragments. On est fragmenté à un moment donné et il faut essayer de recoller les morceaux. C'est-à-dire que on est en pleine C'est toi qui confusion. en parlais. Tu parles de ces Oui, petits bouts. voilà, C'est voilà, c'est, tous ces non-dits, de ces miettes, de ce cœur voilà. ébréché, de ces petits bouts éparpillés en moi. Ouais. Donc, Lambeau, du coup, fait un petit peu effectivement écho à ces mots-là. Et alors, en reparlant justement de l'autorisation de vivre, Juliet dit ceci dans Lambeau. En fait, il parle de ses deux mères, sa mère adoptive et sa mère biologique. Sa mère biologique, en fait, est décédée peu de temps après sa naissance à Juliet. Et donc, en fait, s'en rendre compte, il était adopté par une autre famille. Et c'est au moment, en fait, où sa mère biologique décède que ses parents adoptifs lui disent, en fait, que la personne qui est décédée était sa mère. Et donc, il apprend évidemment que les parents adoptifs ne sont pas sa vraie mère, et il apprend que sa vraie mère, en fait, est morte de faim en hôpital psychiatrique. Et alors, il dit ceci: le sentiment de ne rien valoir, de n'être rien, de n'avoir rien à espérer. Et mêlé à ce sentiment, la vague sensation qu'une plainte cherche à se faire entendre. Une plainte ou un cri, ou bien encore une toute simple parole qui dirait la fatigue, le non-sens d'avoir à subir une vie qui se refuse, la désespérance de celui que ronge la nostalgie du pays natal et qui sait ne pas pouvoir le retrouver. Et ça, c'est évidemment toute la tension entre ce que l'on a été et qui ne nous convainc pas, qui nous met dans un mode de survie et la nécessité justement de quitter ce pays natal si douloureux. Et en fait, ce que j'ai aussi compris, évidemment, c'est que on passe aussi à côté de sa vie parce qu'en fait, on est incapable de nourrir des relations saines, affectueuses, bienveillantes avec notre entourage. Et je me suis rendu compte Et que... avec nous, Et est-ce qu'on est bienveillant avec nous-mêmes? ah non, là, ben, en fait, dans un premier temps, effectivement, on est extrêmement négatif, hein. Voilà. Et ça, je crois que le rapport qu'on entretient avec soi-même et le rapport qu'on entretient avec les autres est un petit peu... ça s'articule, les deux. On se voit en fait comme un raté. D'ailleurs, tu Et parles beaucoup de honte. Tu oui, parles beaucoup de honte, et on en a parlé une autre fois au téléphone d'ailleurs. Tu parles de honte par rapport à ton père, de honte de toi. Et à un moment, je te rejoins, tu écris: il me faut passer de l'autre côté, ne plus être l'enfant blessé qui subit son quotidien, mais l'adulte qui ne craint plus de faire entendre sa voix, quitte à déranger. oui, ben c'est ça, c'est prendre sa place. Pour prendre sa place, il faut à un moment donné se rendre compte qu'il faut déranger. Euh, Oui, mais parce toi, qu'on fait tout. Rien. on sait tout petit, dans un premier Ah, temps. pour ton petit entourage, ton univers, tu bouges, ça fait bouger les autres. Ils sont brinque-ballés. Oui, mais ça, on le voit bien, toutes les histoires évidemment qui sortent actuellement aussi. Dès qu'un enfant parle, enfin un enfant ou un enfant qui est devenu un adulte, dès qu'il fait part évidemment
des situations familiales extrêmement conflictuelles, extrêmement violentes, traumatisantes, ben, le reste de la famille est obligé de prendre position. Et il y a ceux qui sont dans le déni et il y a ceux effectivement qui disent, bah oui, on savait et on n'a rien fait. Donc on a toute la palette des réactions Et possibles. qui finissent par se tuer de culpabilité aussi, Ouais. Oui, de ceux qui ne voulaient pas dire, qui savaient et qui ne voulaient pas dire. Ça oui, peut tuer, ça peut oui. tuer. Mais je crois que c'est un très long chemin. Et puisqu'on aime l'écriture, je voulais te lire le passage d'un chemin, le cheminement, pas intégral. Hein. C'est dans Samuel Beckett, Pour finir encore et autres foirades. C'est un chemin. Il est tête nue, pieds nus, et vêtu d'un maillot et d'un pantalon collant trop court. Ses mains le lui ont dit et redit, et ses pieds, se tâtant l'un l'autre et se frottant contre les jambes le long du mollet et du tibia. À cette tenue vaguement pénitentiaire, aucun de ses souvenirs ne répond encore, mais tous sont de lourdeur dans ce domaine, d'ampleur et d'épaisseur. La grande tête où il peine n'est plus qu'un rire. Il s'en va, il reviendra. Un jour, il se verra, tout le devant, de la poitrine aux pieds, et les bras, et enfin les mains, longuement, dos et creux, d'abord raide à bout de bras, puis de tout près, tremblante, sous les yeux. Il s'arrête, pour la première fois depuis qu'il se sait en marche, un pied devant l'autre, le plus haut bien à plat, le plus bas sur la pointe. Il attend que cela se décide. Puis il repart. Il ne tâtonne pas, malgré le noir, n'allonge pas les bras, n'écarquille pas les mains, ne retient pas les pieds avant de les poser. Si bien qu'il se heurte souvent, c'est-à-dire chaque virage, aux parois qui enserrent le chemin. À celle de droite quand il vire à gauche, à celle de gauche quand il vire à droite, tantôt du pied, tantôt du sommet de la tête, car il se tient penché à cause de la rampe, et puis parce qu'il se tient toujours penché, le dos rond, la tête en avant et les yeux baissés. Il perd son sang, mais en petite quantité. Les petites plaies ont le temps de se refermer avant d'être rouvertes. Il vacille lentement. Par endroits, les parois se touchent presque. Ce sont alors ses épaules qui prennent. Mais au lieu de s'arrêter et même de rebrousser chemin, en se disant « c'est ici la fin de la promenade, il faut maintenant regagner l'autre terminus et recommencer », au lieu de cela, il engage son flanc dans l'étranglement et ainsi peu à peu parvient à le franchir, aux grandes dames de sa poitrine et de son dos. Ses yeux, à force de s'offrir à l'obscurité, commencent-ils à la percer? Non. Et c'est une des raisons pour lesquelles il les ferme, de plus en plus, de plus en plus souvent, de plus en plus longuement. C'est qu'en lui, le souci va croissant de s'épargner toute fatigue inutile, comme celle, par exemple, de regarder devant soi et même autour de soi, heure après heure, jour après jour, sans jamais rien voir. Ce n'est pas le moment de parler de ses torts, mais il a eu tort peut-être de ne pas persister dans ses efforts pour percer l'obscurité, car il aurait pu finir par y arriver, dans une certaine mesure, et ça aurait été alors plus gai. Un rayon de lumière, ça fait tout de suite plus gai. Et tout pourra s'éclairer d'un moment à l'autre, insensiblement d'abord, et puis, comment dire, puis de plus en plus, jusqu'à ce que tout soit inondé de clarté, le chemin, le sol, les parois, la voûte, lui-même, tout cela inondé de lumière sans qu'il le sache. M'inquiète. C'est un long chemin et parfois, quand on commence à y voir dans la nuit, on a la tentation de fermer les yeux. Oui, mais Y voir dans la nuit pourrait faire place à la lumière après. oui, mais je pense que Beckett, contrairement à Juliet, a eu une vie où il n'est pas parvenu à être en paix avec lui-même. C'est-à-dire qu'il avait une relation avec sa mère telle qu'il a été faire une analyse avec un des disciples de Freud, de Bion, euh, pour se dégager de sa mère. Alors, il était polyglotte, hein, il avait appris, il essayait aussi de s'arracher à sa langue maternelle. Et ses premiers livres, il les a écrits en français et en France, parce que son psychanalyste lui a dit « Rien ne suffira jamais à opérer cette séparation avec votre mère
alors partez de l'autre côté de la mer, traversez la Manche, mettez le plus de kilomètres entre vous et votre mère. C'est comme ça qu'il est arrivé en France. C'est pour ça que ses premiers livres, il les a non pas écrits dans sa langue maternelle, et il a quitté sa patrie, donc en fait, la mère et le père, et il a, comme beaucoup d'autres écrivains aussi, il a dû s'exiler. Il a fallu un exil, donc un chemin aussi. Et après, il a avancé dans le noir. Première trilogie. D'ailleurs, ça commence par l'innommable. Entre l'innommable et l'indicible, il ne tient pas. Mais c'est une route, et tu vois, il est au début, cet être sans nom, d'ailleurs, il n'a pas de nom, là, dans le petit texte. Bah, les mains sont raides, il est voûté, il baisse la tête, il baisse les yeux. Il faut du temps pour eux. Et puis, ça fait mal au corps. Et à un moment, même avec le flanc, il y va. Et le flanc, c'est quoi? On donne le flanc, c'est-à-dire on donne aussi une joue pour se faire battre, mais c'est aussi par là qu'on accouche, entre les flancs. Le lieu de la blessure. Entre ses flancs. Peut-être soi-même. Tu parles beaucoup de l'enfant que tu étais, mais tu as aussi fait des enfants. Tu es entre deux filiations, contrairement à moi. Oui, c'est vrai. J'ai refusé la filiation. Oui. Et tu écris, nous avons été bien peu enfantés de leur vivant. Tu parles de tes parents. Et donc, tu as fait comme ce personnage. Tu as dû t'enfanter toi-même. Oui. Alors que dans un premier temps, en fait, le souci est de se fondre dans les autres, de ressembler aux autres et de ne pas faire de vagues. Et en fait, ça me faisait écho en fait à tes mots aussi dans ton journal. Euh, enfin, c'est évidemment toute l'ambiguïté, toute la tension entre être soi-même avec sa propre histoire et vouloir ressembler évidemment aux autres que l'on estime mieux que soi. Et tu dis ceci en fait dans ton journal, puisque je désespère d'être moi, que je suis désespéré d'être moi et que je fais chaque jour le deuil de n'être pas une autre. C'est terrible, hein, ces mots-là, de faire le deuil de ne pas être une autre. Parce que finalement, cette autre-là, on ne la connaît pas. Et si on la connaissait, on ne voudrait peut-être pas être tellement cette autre-là non plus. Donc, c'est tout le paradoxe. Donc, aujourd'hui, en fait, tu préfères être toi ou tu voudrais encore être une autre? Ah, ça va mieux. Mais tu sais, ma grand-mère a choisi de mourir, en fait. Et du jour où elle est morte, elle me l'avait annoncé tout l'été. Elle m'avait dit, elle était croyante, donc elle m'avait dit qu'elle voulait rejoindre sa mère, grand-père, sa nounou. Et je n'ai rien, moi, voulu pas voir, mais entendre. Je n'ai pas voulu comprendre. Alors que j'avais passé ma vie à avoir peur qu'elle meure. Là, elle m'annonçait sa mort et je n'ai pas voulu comprendre. Et quand elle est morte, à partir de là, je me suis considérée parfaitement insuffisante, parfaitement manquante, n'ayant pas en moi de quoi, même au cœur d'une passion, donner à l'autre une raison ou un désir de vivre. À partir de là, et pendant quelques décennies, oui, j'ai voulu à tout prix être une autre. Mais j'y suis jamais arrivée. Et je n'ai même pas réussi à me conformer ou à faire semblant de me conformer. Je n'y suis pas du tout arrivée. Mais après, c'est passé, ça va mieux. Je te disais, c'est passé à travers l'écriture, bien sûr, le dessin, l'analyse aussi. Quoique je t'en ai dit la dernière fois, ça m'a aidé. Et puis, l'amour et l'amitié des autres, la bienveillance. Le regard qu'il porte sur toi qui n'est pas du tout concordant avec le regard que tu portes sur toi. Et à un moment, peut-être, sans même le vouloir ou faire d'efforts, tu finis par mieux accepter leur regard. En tout cas, le prendre en considération. Je me suis rendu compte que je ne prenais pas en compte leur regard, leur opinion, leurs sentiments, ce qui a créé des flagrations.
Et d'ailleurs, j'ai un grand ami, Denis, qui m'a dit, par rapport au sentiment que j'ai de moi-même, mauvais sentiment, et Denis m'aime énormément, hein, profondément, il m'a dit, c'est l'échec de ma vie. Il y a quelques années, il m'a dit, c'est l'échec de ma vie. En fait, de ne pas avoir réussi par toute son affection, par son regard, à m'avoir ne fût-ce qu'un tout petit peu convaincue. Et en même temps, là aussi, c'est sur le temps. Euh, Finalement, il n'a pas échoué, lui et d'autres. Mais je crois que là, il faut vieillir. Il faut accepter de grandir, j'ose pas le dire, mais ouais, vieillir. Et là, d'ailleurs, tu savais que je le ferais, lire un extrait de Ma mère riche, Chantal Akerman, sur le fait aussi qu'elle est comme moi, pas conforme. Déjà, elle est bipolaire, essentiellement lesbienne, et n'est ni mariée ni n'a d'enfant. Ça, il y a de quoi. Et juive par-dessus le marché. Enfin, je veux dire, cumule. L'enfant était né vieil enfant et du coup, l'enfant n'était jamais devenu adulte. Il évoluait dans le monde des adultes comme un vieil enfant et il y arrivait mal. Le vieil enfant se disait que si sa mère disparaissait, il n'aurait plus nulle part où revenir. L'enfant, à l'adolescence, avait fait les 400 coups. Puis à l'âge adulte, n'importe quoi, mais savait qu'il pouvait toujours revenir. Et depuis que son père était mort, chez sa mère, dès que l'enfant arrivait, toujours exténué par la vie d'adulte qu'il n'arrivait pas à vivre, il se couchait sur le divan et dormait quelques heures. Après, un peu moins exténué, il mangeait. L'enfant, c'est elle, c'est moi. Et maintenant, je suis vieille. Je vais avoir 60 ans, et même plus. Et j'en suis toujours là. Je n'ai pas d'enfant. Un vieil enfant ne fait pas d'enfant. Qu'est-ce qui va me retenir à la vie après? Pourrais-je vivre pour dormir, me lever, manger, me coucher? J'oubliais écouter la radio, j'écoute la radio. Ce n'est plus le moment de faire les 400 coups. Et je suis contente quand le soleil se couche pour me coucher aussi. Elle a pas toute la lumière. Le vieil enfant, en fait, Ackerman en parle beaucoup, et toi, tu parles effectivement beaucoup d'Ackerman aussi dans ton journal. Et ce vieil enfant, c'est en lien évidemment avec s'autoriser à vivre, mais tu en parles beaucoup de ce vieil enfant. Là, on revient à l'enfance, au drame de l'enfance, dont je parlais Oui. aussi tout à l'heure, mais c'est effectivement un point commun de nouveau entre toi et moi, D'ailleurs, je te renvoie le tes retour aux mots. origines. Oui, je reconnais enfin l'enfant que je fus, et je viens le chercher tel qu'il est resté, pour me réconcilier avec lui, pour le tirer de l'enfer, pour l'autoriser à vivre. Réparer avec l'enfant qu'on fut, tu écris. Rien ne peut se faire sans cet enfant. Ben oui, je pense on en est tous là à un moment donné de se dire qu'on ne pourra vivre sa vie d'adulte le plus normalement possible que si effectivement on va rechercher l'enfant quelque part malgré soi, enfin il a été maltraité et par incapacité d'être, on l'a maltraité aussi. Et à un moment donné, il faut accepter qu'il a eu l'existence qu'il avait, le passé qu'il avait, et La c'est démarche de Laurence se réconcilier avec son enfance, c'est important. Parce que quand c'est aussi toutes les années perdues. quand elle devient Laurence, c'est qu'elle va chercher la petite Laurence qui a qui a été l'objet d'un désir de meurtre et qui a eu que Laurette pour la protéger. Que je crois que quand elle retrouve son prénom, qu'elle trouve son identité, c'est aussi que Laurette n'avait plus besoin de protéger cet enfant. Mm. Elle est sauvée quelque part. Et à propos de cette histoire de nom, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que tu es d'accord, tu t'appelles François Frémont. Tu avoues. J'avoue quoi? Je m'appelle Ouais. Pascal Hubert. Et tu signes. Oui, oui, mais c'est vrai que oui, Et mon premier Bayon. livre, ça a été sous pseudo aussi, oui, c'est vrai. Oui, mais pas n'importe lequel. Parce Non, que tu non, parles beaucoup de Bayon et d'être bâillonné dans ton livre. Et ouais. tu n'as pas choisi de t'appeler Duron ou Duchemol, Bayon.
Ah oui, oui, oui. J'aimais bien effectivement ce mot à sens multiple, puisque je dirais de manière innocente, c'était un moment où j'avais encore pas mal la foi. Mon saint patron s'appelait Pascal, enfin s'appelait toujours Pascal Bayon, avec un Y à Bayon. Et ça faisait écho en moi par rapport effectivement à l'autre sens qui est Bayon, Bayonné. D'autant que tu es l'homme qui a écrit « Le silence de la mer m'a rendu muet, incapable de mettre un mot sur la béance. Ouais. Mourir en silence, sans savoir de quoi je meurs au juste. Et tu signes Bayon. » Oui, ben parce que oui, oui, c'est ça. À ce moment-là, de toute façon, ce livre me paraissait tellement invraisemblable que C'est voilà. Mais très cohérent, au contraire. Ça ne peut pas être plus cohérent. ah oui, c'est extrêmement cohérent. Voilà, c'est extrêmement cohérent, hein, bien sûr, bien sûr. Euh, mais ça me fait penser au mot de Charles Juillet aussi, si je peux les retrouver assez rapidement, parce que de nouveau, évidemment, cet homme m'a énormément touché, mais c'est parce Complètement. qu'évidemment, il était aussi mutique, en fait, bâillonné, et que, loin toute émotion, il a dû revenir à l'essentiel. Mais euh, c'est à la page 113, je pense. Oui, c'est ça. Tu songes de temps à autre à Lambeau. Tu as la vague idée qu'en l'écrivant, tu les tireras de la tombe. Ce sont ces deux mères dont il parle. Leur donneras la parole, formuleras ce qu'elles ont toujours tu. Lorsqu'elles se lèvent en toi, que tu leur parles, tu vois s'avancer à leur suite la cohorte des bâillonnés, des mutiques, des exilés des mots. Ceux et celles qui ne se sont jamais remis de leur enfance, ceux et celles qui s'acharnent à se punir de n'avoir jamais été aimés, ceux et celles qui crèvent de se mépriser et se haïr, ceux et celles qui n'ont jamais pu parler parce qu'ils n'ont jamais été écoutés, ceux et celles qui ont été gravement humiliés et portent au flanc, on revient au flanc, une plaie ouverte, ceux et celles qui étouffent de ces mots rentrés, pourrissant dans leur gorge, ceux et celles qui n'ont jamais pu surmonter une fondamentale détresse. Il parle évidemment pour donner ses propres mots qui l'ont aidé, c'est qu'il a compris de lui-même sa fracture, il donne les mots aux autres pour évidemment aider les autres aussi à remonter de ce gouffre. Hein. Et je voudrais quand même pas en écho à ça parce que Dans les autres. C'est là on revient aussi à l'idée de la transmission. oui, et on revient Qui aussi à tes mots, si tu veux bien, n'a pas eu. et aussi à tes mots parce que je pense qu'on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, nos propres mots qui font écho aux autres, mais les mots des autres qui font écho à nous. Je veux dire, quand on est à l'essentiel, à l'os, comme tu l'appelles parfois, on se rejoint. Et pour moi, l'humanité, si elle peut se rejoindre, c'est effectivement sur cet essentiel-là. C'est ce que dit également Nobéco quand elle dit parler vrai, sinon quoi d'autre. Et Ben, c'est ce que tu ça fais. peut être une guerre. Accéder à l'autre peut être une guerre. Nos bécours dans la conversation. Je ne crains plus qu'on m'abandonne, savez-vous, parce que l'abandon n'est vrai, n'est aussi qu'un moment. Je me demande pourquoi je me sens si souvent obligée d'aller m'écraser contre les autres, d'être cet enragé de destruction. Est-ce pour goûter à tous les destins? Personne ne m'oblige à cela, n'est-ce pas? Peut-être est-ce dans l'idée que nous faisons ainsi écho, nous pourrions, les autres et moi, nous sauver ensemble. Voilà pourquoi, Anna, j'aime tant toutes les conversations possibles, pour briser le cercle qui nous étouffe, parce que nous sommes tous bêtes humaines, solitaires et fous. Ensemble, il y a le miracle possible, une chimère particulière qui m'est précieuse, car nous ne partageons que l'incommunicable unicité de notre solitude. Ô nos fraternelles existences. Oui. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Hélène. Notre abandon originel, à un moment donné, pour beaucoup de personnes aussi, peut faire en sorte que le lien est extrêmement compliqué et que quelque part, on se sent toujours inférieur à l'autre. On a cette impression d'être un raté. Et du coup, ça nous enferme. Un des remèdes, je l'ai découvert il y a très peu de temps, et un auteur en parle, mais je ne sais plus lequel, j'ai trop lu. Euh, il y a un moment, peut-être que ça va aussi avec l'âge, avec ce long chemin, euh,
où on ne trouve plus intérêt à se comparer. Ce qui atténue beaucoup, qui soigne beaucoup la honte, l'humiliation, comme aussi peut-être la jalousie, l'envie ou la rivalité. Moi, je crois voilà, que si j'accepte un peu mieux d'être moi au lieu d'être une autre, c'est que j'ai lâché la comparaison, je l'ai laissé Mhm. tomber. Je ne me Ouais, compare plus. ouais. Ça m'a pris un temps fou, mais je ne me compare plus. Alors, ça m'a un peu lavé, parce que le sentiment de honte, je l'avais profondément ancré en moi, ça l'a lavé. Si j'avais toujours ce sentiment de honte, je ne pourrais pas faire ce genre de démarche avec toi, tu vois, par exemple. Et c'est passé par une multitude de réparations, par une multitude de morts et de renaissances. Et je te disais il n'y a pas longtemps, je me demande souvent combien de vies et de combien de morts a fait une existence. Mhm. Parce qu'on doit souvent réaccoucher de soi-même, on doit souvent abandonner des peaux émuées pour avoir de nouvelles peaux. Et je crois que là, les autres, les vrais autres, ceux qu'on connaît, comme on se connaît toi et moi, je crois qu'on est amis maintenant, ou ce sont des vrais autres aussi, mais on ne les fréquente pas, nos amis et compagnons écrivains. Et quand je dis écrivains, ça ne se limite pas à ça. Les artistes, les chorégraphes, les cinéastes, les musiciens, les chanteurs, ils transmettent aussi, ils expriment aussi. Euh, c'est juste un autre langage. Mhm. Mais tant qu'on a du langage et tant qu'on peut, à travers lui, rejoindre l'autre, je crois que quelque part, on commence à être sauvé. Mais Ouais, il faut trouver ce langage et donc casser la carapace. ouais. Et c'est très lent, effectivement. En fait, l'idée, c'est finalement de renouer le lien brisé en soi, de se réapproprier son être propre et donc, du coup, aussi d'être plus ouvert par rapport au monde, par rapport aux autres. Parce qu'il Et même si on est fermé, au moins avoir la possibilité éventuellement d'oser le lien avec l'une ou l'autre personne pour que ce qui a été détruit dans le lien puisse se reconstruire par le lien. Mais je voudrais quand même dire quelques mots en fait de ton journal parce que je pense que tu poses la bonne question et en même temps tu y réponds. Et ça fait quoi ce qu'on vient de dire? j'y réponds. C'est pas toujours Tu que je dis, réponds à vos questions. tu dis ceci. Pourquoi, quand je parle de moi, du plus intime de moi et de mon histoire, je parle tant des autres? Je suis pleine d'autres et pleine des autres, des gens, des autres gens. Ils me composent, mêlés à mes cellules, à mes tissus, à mon sang, faisant battre mon cœur ou me le brisant, tout dépend. Sans eux, je n'aurais pas d'histoire, pas de vie, pas même de moi. Il y a les autres, les proches, les aimés, perdus ou non, morts ou vifs. Il y a les inconnus, ces étincelles fugaces. Il y a les invisibles, qu'on peut appeler les imaginaires. Et il y a ces êtres qui exigent que je les écrive, que je les incarne. En fait, on n'est rien sans les autres, et ça, à un moment donné, il faut aussi le comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'on fait tout pour s'exclure du monde, quitte à en mourir. Et puis, à un moment donné, la seule manière juste de retrouver Bon, cette c'est vitalité, l'expression c'est de d'ailleurs. renouer. Et oui. Et si tu veux bien, on va finir sur les mots d'une autre, pour pas être trop long. On reprend Louise Erdrich dans Ce qui a dévoré nos cœurs, et j'aime beaucoup ce titre, Ce qui a dévoré nos cœurs, dévoration. Tout ce que j'ai, c'est la vie des autres. Ce que je fais leur appartient, ainsi qu'à ma mère, son affaire, son héritage, son sang. Même le coffret de larmes dans mon placard appartient à une autre femme. Il y a d'autres choses dont j'ai besoin et qu'il me faudra posséder, des choses que je prendrai, des pensées, des projets, des fureurs intimes, et même des joies qui me sont encore obscures. Mais Hmm. voilà, tout ce que j'ai, c'est la vie des autres, ce que je fais leur appartient. Je crois que ça... Et c'est par les autres aussi que passe l'illégitimité, et c'est si on s'autorise que peut-être ils nous accorderont le droit d'exister. Mais pour ça, il faut qu'on se l'accorde d'abord.
Oui. Et donc, si on veut en terminer, on pourrait peut-être en terminer par là où on a commencé, c'est-à-dire par cette fameuse question, accorderez-vous le droit d'exister? Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que ce droit d'exister t'a été accordé par tes rencontres, justement? Non. Enfin, pas au sens de ce qui est ma part essentielle, l'écriture. Mais Hmm. c'est aussi à moi un peu de me bouger. Maintenant que je suis un peu, que je veux un peu moins être une autre, peut-être que je vais y arriver. Et après, il faut l'autre qui s'appelle un éditeur. Ouais. Tu restes On est toujours effectivement dans la dans quête cette d'un autre optique. pour exister. Même D'accord. Robinson avait vendredi sur son île. Si vous êtes mort. Bon, bah, écoute, il me reste à te remercier de nouveau pour cet échange, alors, Aussi, c'est toujours super. tout en, tout en vérité, et cette fois-ci au travers de nos mots. Et je te remercie parce que c'est vrai que l'exercice n'est jamais simple, comme pour toi, comme pour moi, mais de nouveau, c'est aussi une façon de se réapproprier sa propre image, sa propre vie, et comme on l'a dit aussi, de partager pour que les autres puissent, le cas échéant, se raccrocher à nos propres mots, à notre Oui. propre histoire. Puis, on leur propose nos amis Voilà. aussi, de Ouais. faire une grande fête en ces temps de Ah confinement. oui, 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 Et là, oui. on peut être plus de 6. J'avais d'autres amis aussi, mais on peut pas tout dévoiler là, en une seule vidéo. Voilà. Un grand merci. À Allez, bientôt, hein. à toi, Pascal. À bientôt. Merci. À bientôt.